Smart et réglo, l'assurance chômage, bah oui, réforme de l'assurance chômage. Ça a mis un petit peu de temps, ça avait été repoussé, souvenez-vous, à cause de la crise Covid. Et puis en octobre, au 1er octobre, réforme de cette assurance chômage. On en parle avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venue sur le plateau nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Experte chez SVP Information Décisionnelle. Réforme du 1er octobre. J'imagine que vous êtes interpellé sur cette réforme par des clients qui se posent des questions. Quelles mesures phares de la réforme de l'assurance chômage, d'abord, ont été suspendues pendant la crise sanitaire pour ensuite se projeter vers cette réforme en vrai? Oui, tout à fait. C'est un véritable feuilleton, cette réforme de l'assurance chômage, puisque du coup, ça date de juillet 2019 quand même. Et là, suite au Covid, il y a eu beaucoup de reports, notamment les mesures phares qui étaient les conditions minimales d'affiliation, qui devaient passer de 4 mois à 6 mois. Exact. On avait suspendu pendant le Covid, et là, ça va être réactivé au 1er octobre. Mais attention, il y a quand même toujours un recours devant le Conseil d'État qui est en cours. Une épée de Damoclès. Voilà, parce qu'en plus du Covid, on a eu le Conseil d'État qui est venu un petit peu pimenter les choses en suspendant la réforme, à la fois sur le fond, sur le calcul du salaire de référence, qu'il trouvait effectivement inéquitable, et aussi sur la forme, puisque les conditions économiques n'étaient pas encore remplies. Donc, normalement, ce devait être au 1er juillet. On a reporté, le gouvernement ne lâche pas l'affaire. Donc, du coup, on a reporté au 1er octobre. Mais là, il y a eu une audience au Conseil d'État le 14 octobre. Donc, on attend effectivement, est-ce que ça va être validé? Donc, vous nous dites que cette réforme, pour l'instant, elle est au point mort. Elle n'est pas encore... Alors, sur la partie 57% du brut, ça a été réformé ou pas sur cette question? Sur le montant du calcul des allocations? C'est plus... Quel enjeu? Voilà, c'est plus compliqué parce que les 57%... on les garde. Le problème, c'est qu'on va changer le salaire de référence. C'est ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on prenait les 12 derniers mois, les salaires bruts divisés par le nombre de jours travaillés. Sauf que là, maintenant, on va prendre sur les 24 derniers mois et on va prendre les jours travaillés et non travaillés. Donc, en fait, sur la même masse salariale, on va diviser par plus de jours. Donc, mathématiquement, l'allocation va baisser. Par contre, la durée d'affiliation va être plus longue. Donc, l'étude d'impact montre que l'allocation journalière va baisser environ de 17%, qui est quand même beaucoup, et passer de 11 mois à 14 mois. Sauf que le gouvernement table sur le fait que les gens ne vont pas aller jusqu'à la fin de leur période de chômage faire des économies. Voilà, il y a à la fois le volet économique de réduction, exactement, et il y a aussi l'idée, parce que c'est toute la philosophie de cette réforme, politique, je ne sais pas, c'est de remettre les salariés en mouvement, enfin en tout cas ceux qui sont demandeurs d'emploi, de les remettre sur le chemin du travail. Avec l'argument, regardez, il y a beaucoup de pénuries d'emploi, il y a des postes non pourvus, reprenez le boulot. Exactement. La réforme ne va impacter finalement que ceux qui ont des carrières un petit peu hachées, les CDD, des intérimaires, parce qu'en CDI, il n'y aura pas d'impact. Par contre, effectivement, ceux qui ont eu des interruptions, forcément, ils vont avoir mécaniquement une allocation plus faible. Donc on est d'accord, ça pénalise les CDD, les gens qui ont des contrats courts, parce que quand on va aligner jours travaillés et non travaillés, évidemment, mathématiquement, ça baisse. Ils vont perdre. Donc sur cet élément précis du Conseil d'État, qui a donc tenu son audience le 14 octobre, qu'est-ce que ça peut remettre en question ou qu'est-ce que ça peut valider pour être concret? Concrètement, il s'était déjà prononcé en novembre en disant qu'il y avait une rupture d'égalité entre les CDD et les CDI, c'est-à-dire que forcément, l'intérêt général qui est l'assurance chômage n'était pas respecté. Le gouvernement en a pris acte et a instauré des mesures de plafonnement. Donc, il va atténuer un petit peu. Voilà. Mais les syndicats trouvent ça pas suffisant. Donc, du coup, ils attaquent. Par contre, on avait 2 clauses qui étaient soumises au retour à bonne fortune, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que l'économie s'améliore. Et donc, au 1er décembre, on va avoir la fameuse dégressivité des allocations pour les hauts revenus. C'est-à-dire que les allocataires qui gagnent déjà plus, le cas avant, qui gagnent plus de 4 500 € pouvaient toucher leurs allocations à temps plein pendant 8 mois et à partir du 9e mois avaient une dégressivité de 30%. Là, on va diminuer à partir du 1er décembre. Si tout va bien, on va effectivement passer pendant 6 mois à taux plein et à partir du 7e mois. Vous voyez, donc du coup, les mesures se durcissent et toutes ces mesures-là, mis bout à bout, l'UNEDIC table sur une économie quand même de 2 milliards.
Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'argument du gouvernement, c'est de dire l'inverse. C'est pas du tout pour des raisons économiques ou de réduction, c'est plutôt parce qu'on veut recréer un mouvement sur le marché du travail. C'est l'argument qui est évoqué, en tout cas, pour justifier la réforme. Exactement, donc il y a les deux volets, mais c'est vrai que l'UNEDIC en tant que telle, elle-même, évalue l'impact en disant qu'il y aura des économies d'allocation. Estelle, un mot sur le bonus-malus. Ça, c'est intéressant, c'est un peu technique, parce que ça, c'est du côté employeur. Oui. C'est ceux, si j'ai bien compris, qui abuseraient de contrats courts, on est bien d'accord? Alors ça, c'est une mesure phare, effectivement, qui est rentrée en vigueur dès le 1er juillet, où on va finalement soit sanctionner, soit récompenser les employeurs qui ont un taux de séparation plus important que les autres. C'est pas des divorces, hein. Voilà, c'est ça. Attention. Alors, le taux de rupture de contrat de travail. Voilà. On va penser que c'est le salarié qui divorce. Exactement. Et donc, du coup, on va moduler leur cotisation patronale d'assurance chômage. On a identifié 7 secteurs qui ont un taux de séparation de plus de 150%. Voilà, donc ça va être hôtellerie, restauration, travail du bois, etc. Et on va avoir une période d'études pendant 1 an, là, de septembre à octobre de l'année prochaine. Et si ils ont continué, entre guillemets, à avoir énormément de CDD très courts, d'intérimaires. Bam, sanction. Ils auront une surcotisation d'assurance patronale, d'assurance chômage. Du coup, actuellement, la cotisation, c'est 4%. Au maximum, ça pourrait passer à 5,5%. Par contre, s'ils s'améliorent, s'ils sont vertueux, ils auront effectivement un bonus à 3%. Encore une fois, je ne veux pas vous faire sortir de votre rôle d'expert juridique, mais c'est quand même très injuste pour des métiers ou des secteurs où on sait qu'il y a une saisonnalité et qu'on ne peut pas faire autrement que d'embaucher en CDD. Alors, il y a des secteurs où on peut se permettre de préparer des CDI et d'en signer d'ailleurs, mais il y a des secteurs où le CDD est obligatoire. Donc en fait, on va pénaliser ces secteurs. Alors attention, on va quand même regarder sur le secteur concerné. On parle vraiment de CDD très courts. Donc, effectivement, les extras vont être concernés, ils vont être pénalisés, mais effectivement, on va regarder sur l'ensemble du secteur. C'est-à-dire, on ne va pas regarder une seule entreprise, on va regarder l'ensemble du secteur. Mais c'est vrai que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron sur le bonus-malus. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils ont refusé de signer la convention de chômage et c'est pour ça que le gouvernement l'a imposé par décret. Et oui, mais en 2019, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que on a oublié le début de l'histoire. Les partenaires sociaux ne s'étant pas mis d'accord. L'État a dit, je reprends ce dossier, c'est moi qui vais régler l'affaire par décret. Historiquement, c'était les partenaires sociaux qui se mettaient d'accord sur une convention chômage. Et là, pour la première fois, ils n'ont pas réussi. Et depuis, on a ces fameux décrets réguliers. Merci Estelle Damilano. On n'a pas eu le temps de parler des guides conférenciers qui, eux, sont en première ligne parce qu'ils ont des vrais soucis. Ils vont voir leurs revenus baisser de près de 20% en expliquant qu'ils ont quand même des temps de préparation et qu'ils sont évidemment pénalisés. Il y a un impact fort. Donc évidemment, ça ne touche pas des millions de collaborateurs, mais les guides conférenciers sont touchés fortement par cette réforme. Je crois que le gouvernement est en train de réfléchir justement à aménager le statut des guides conférenciers, me semble-t-il, qui serait un statut équivalent aux intermittents du spectacle. Exactement, les intermittents avaient une année blanche, mais pas les guides conférenciers. Exactement. Merci Estelle Damilano de nous avoir éclairé sur ce sujet. Il reste encore donc la décision après cette audience du 14 octobre. Voilà. Tout n'est pas encore totalement réglé sur cette réforme de l'assurance chômage. La bataille fait rage entre les partenaires sociaux, on l'aura compris, les syndicats et le gouvernement. On fait une courte pause et on va s'intéresser là à une petite révolution. Un peu, vous savez, pour ceux qui s'en souviennent en tout cas et qui étaient nés, un peu sur le modèle des maisons de la jeunesse, des MJC, tout ce mouvement très maillé sur le territoire. Là, on va parler des tiers-lieux, qui sont des espaces où les salariés peuvent à la fois venir travailler, mais aussi les auto-entrepreneurs, ceux qui créent leurs entreprises, et pas uniquement dans les grandes villes, ce qui rend évidemment le phénomène très intéressant, mais aussi dans des petites villes. Et ça concerne déjà des centaines de milliers de salariés qui ne sont plus obligés de faire des centaines de kilomètres. On parle des tiers-lieux à l'occasion de la remise d'un rapport au Premier ministre remis par Patrick Lévy-Vetz. Il sera et il est notre invité juste après cette pause.